Paul de Sinetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général à la langue française et aux langues de France. Alors, que pensez-vous de ce reportage? Est-ce qu'il faut effectivement attendre d'avoir 80 ans pour avoir un excellent français ou se donner vraiment les moyens, mettre le paquet pour avoir vraiment écrire très correctement parce que c'est un gage pour l'emploi? D'abord, vous le savez, peut-être, des grands écrivains faisaient des fautes d'orthographe et même le revendiquer ces fautes. Voltaire, par exemple, qu'on voit dans les correspondances de Voltaire. Voltaire s'amuse, conscient de faire ses fautes, s'amuse à écrire incorrectement pour faire la nique à l'Académie française. Mais au-delà de ce petit clin d'œil, donc les fautes d'orthographe, ça a toujours existé. Ce que je trouve intéressant dans là, c'était par jeu, alors que bon, là, on est dans quelque chose de sérieux. Ce que je trouve intéressant dans le sujet, c'est qu'on dit, voilà, le numérique appauvrit l'emploi du français d'une certaine façon. C'est vrai, mais on peut dire aussi, à travers toutes les applications qui existent, et on voit deux personnes qui ont suivi des formations à distance sur le numérique, que on peut, grâce au numérique, acquérir une meilleure maîtrise du français. Donc c'est toujours pareil, hein, avec l'innovation, avec le numérique. Il y a un bon côté et il y a un mauvais côté, mais il faut voir plutôt le bon côté des choses. Mais dans le monde du travail, quand même, la qualité de l'orthographe est censée dire beaucoup de choses de soi. Naturellement. C'est un sujet très important, un sujet de société. Hein, quand on connaît le taux d'illettrisme qui reste relativement significatif en France, hein, on est autour de 7 à 8% de personnes touchées par ce fléau-là. C'est hélas un problème qui a toujours existé. Je pense que précisément, les outils numériques, les applications, les sensibilisations par le numérique peuvent être des bonnes réponses pour accompagner ces publics en difficulté. Alors, cette année, pour la Semaine de la langue française, vous avez choisi comme thématique les métamorphoses de l'écriture. Alors, pourquoi ce choix? Est-ce que c'est important de parler de l'élasticité de la langue, par exemple? Oui, je crois qu'aussi on peut réfléchir à la langue qui se décline à travers d'autres formes, d'autres images, d'autres expressions artistiques. Car à travers le choix de cette thématique, des métamorphoses de l'écriture, on a aussi identifié un parrain. Et ce parrain, pour cette semaine de la langue française, c'est celui qui a fait l'affiche dont on voit le visuel, Riyad Sattouf. Et c'est la première fois qu'on fait appel à un auteur de bande dessinée, de roman graphique, francophone, hein, puisqu'on connaît ses origines à la fois françaises et syriennes. C'est la première fois qu'on fait appel à un auteur de cette densité-là, de cette créativité-là, pour incarner la langue française d'aujourd'hui. Donc il est vraiment emblématique, selon vous, de cette métamorphose de la langue. Oui, à la fois par sa création, qui n'est pas uniquement une création d'écriture, de texte, mais aussi de dessin, de forme, une réflexion sur les actions, les interactions qui peuvent exister entre l'écriture et le dessin graphique, mais aussi par son origine, par ce qu'il incarne aujourd'hui d'une langue française partagée sur les 5 continents. Alors cette langue française, elle va faire l'objet d'un nouveau dictionnaire, le dictionnaire des francophones, donc qui sera disponible en ligne à partir de l'automne. Alors ce dictionnaire, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parler de ces expressions, d'où viennent-elles? L'idée, d'ailleurs, qui avait été soufflée à nos oreilles si j'ose dire, par le président de la République lors de son discours à l'Institut de France le 20 mars 2018, c'est d'ouvrir à un accès libre à l'ensemble des internautes la grande richesse, la grande diversité de la langue française. Et donc l'idée toute simple et en même temps qui est un formidable défi, c'est de faire partager des dizaines de milliers de mots, de termes qui existent en français, mais qu'on ne connaît pas nécessairement d'un continent à l'autre, par exemple. Donnez-nous quelques exemples. Est-ce que vous connaissez le terme québécois, pourriel? Pourriel, eh ben, voilà, c'est le courrier indésirable. Autre terme, au Maroc, quand vous demandez un café avec un petit nuage de lait. Ce qu'on appelle en France un café noisette. Café cassé. Avoir la bouche sucrée. Non, ce n'est pas le fait d'aimer les desserts et les sucreries.
c'est tout simplement être un beau parleur en République démocratique du Congo. Donc on voit l'extraordinaire vitalité de notre langue, sa formidable créativité, sa grande diversité. Et c'est d'ailleurs à Bernard Cerchilini, que vous connaissez, qu'il revient la responsabilité en animant un conseil scientifique regroupant 15 universitaires linguistes représentatifs de cette diversité-là, qui est donc venant des 5 continents, de réaliser cette plateforme en rassemblant un maximum de bases de données, de terminologie de langue française. Donc qui sera disponible à partir donc, de l'automne. Alors, les écrivains du monde francophone utilisent toutes ces expressions. Alors, est-ce qu'ils sont suffisamment mis en avant, ces écrivains du monde francophone? Je pense que la question que vous posez est très importante parce que, du point de vue français, pour le ministre de la Culture Franck Riester et pour la délégation générale à la langue française que j'anime, c'est une nécessité absolue aujourd'hui d'ouvrir la conscience de nos concitoyens en France à cette formidable richesse de la francophonie et à ces extraordinaires littératures qui peuvent exister. Je pense qu'on a encore un travail à faire. Alors, TV5 fait un formidable boulot là-dessus. D'autres grands festivals, comme le Festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, y contribuent. Mais je crois qu'on a encore un bon bout de chemin à faire pour faire partager cette littérature. Quelques signaux, malgré tout, encourageants. Aujourd'hui, quand vous entrez dans une librairie, vous ne faites plus de distinction entre un rayon dédié aux littératures francophones et la littérature dite française. Il n'y a plus cette distinction-là qui existait naguère. De la même façon, vous pouvez remarquer qu'un grand nombre de prix littéraires sont accordés en France chaque année à des auteurs d'une grande diversité, quelle que soit leur nationalité, à partir du moment où ils emploient le français. Donc il y a des marqueurs qui sont intéressants, qui sont remarquables, mais il y a aussi des progrès à faire pour faire davantage partager la très belle vitalité, créativité de la langue française, qui est une littérature monde. Alors vous parlez de progrès, l'Académie a fait un progrès récemment sur les noms de métiers en acceptant leur féminisation, et donc ça c'est un petit pas. Oui, c'est un petit pas. Je trouve que c'est intéressant de voir comment l'Académie française aujourd'hui prend en compte la modernité de notre société. Alors on peut se dire, il était temps. Pas moi d'en juger, mais moi, vous savez, c'est comme... Les Québécois s'y sont mis il y a quand même pas mal d'années. C'est certain, mais moi, ce sont les faits qui comptent. C'est comme l'amour, c'est les faits qui comptent, c'est pas les paroles. Et donc là, on a vu que l'Académie française prenait une bonne décision, me semble-t-il, concernant la féminisation des métiers, décision qui avait été prise depuis déjà quelques années par le gouvernement français en demandant au service de l'État de faire un travail de terminologie pour justement veiller à la féminisation des noms de métiers. Alors, autre avancée qu'avait promis Emmanuel Macron l'année dernière, c'est la construction de la maison des étudiants de la francophonie. Alors, qui va-t-elle recevoir ? Alors, c'est un projet qui a été confié à l'agence universitaire francophone et qui va accueillir justement, la première pierre a été posée et inaugurée hier, journée mondiale de la francophonie, en présence de la secrétaire générale de la francophonie notamment. Et c'est une maison qui est destinée à la Cité internationale universitaire de Paris, à accueillir tous les étudiants francophones dont les pays n'ont pas déjà de maison, de lieu de résidence au sein de cette cité internationale. Et donc ça va être un lieu d'échange scientifique entre étudiants, entre chercheurs qui pourront bénéficier d'un accueil et d'un accompagnement spécifique. Merci beaucoup Paul de Signetti. Je rappelle que vous êtes délégué général à la langue française et aux langues de France. Merci.